Il était millionnaire et a quitté sa femme parce qu'elle était trop humble. 10 ans plus tard, une vérité choquante a tout changé. Le destin a révélé un secret qu'il n'avait jamais vu venir. Vous ne croirez pas comment cette histoire prend un tournant inattendu. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Émilie Martin se tenait devant les baies vitrées de son luxueux appartement en duplex, observant le soleil couchant qui peignait la skyline de Paris en nuances d'orange et de rose. La vue qui autrefois la remplissait de joie semblait maintenant se moquer du vide grandissant en elle. À 35 ans, elle avait tout ce que la société considérait comme un succès. Un poste respecté de professeur d'université, un mariage avec l'un des avocats d'affaires les plus en vue de Paris et une maison qui figurait dans les pages des magazines d'architecture. Tout, sauf la seule chose qu'elle désirait désespérément, un enfant. Passant ses doigts dans ses cheveux châtains, elle prit une profonde inspiration et s'éloigna de la fenêtre. Le bruit des clés dans la porte annonça l'arrivée de son mari. Jacques Martin III entra d'un pas décidé, son costume parfaitement coupé et sa présence imposante, remplissant l'espace d'une énergie qui autrefois l'attirait, mais qui maintenant lui semblait étouffante. « Jacques, commença-t-elle, rassemblant son courage, je pense qu'il est temps que nous discutions de consulter un spécialiste de la fertilité. Nous essayons depuis 3 ans, et peut-être que... » « Pas encore ça, l'interrompit-il, desserrant sa cravate avec une efficacité rodée. « Il n'y a rien à discuter, Émilie. Les hommes de la famille Martin n'ont jamais eu de problème de fertilité. Mon père a eu 4 enfants, mon grand-père en a eu 6. Le problème vient clairement d'ailleurs. » L'insinuation dans ces mots la frappa comme un coup physique. Émilie le regarda se servir un verre de scotch, ses mouvements précis et contrôlés, comme tout le reste dans sa vie. « Il faut 2 personnes pour fonder une famille, Jacques. Nous devrions tous les 2 faire des tests, c'est l'approche logique. » Jacques se tourna vers elle, ses yeux gris acier se rétrécissant. « Logique? Ce qui est logique, c'est d'accepter que c'est toi qui ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Ce dont cette famille a besoin, un héritier pour perpétuer, l'héritage des Martin. » Émilie sentit ses mains trembler et les joignit. « Je ne suis pas juste une couveuse pour ton héritier, Jacques. Je suis ta femme. Nous sommes censés être des partenaires. » « Des partenaires ?» Il rit, mais sans aucune chaleur dans le son. « Les partenaires contribuent à parts égales. Qu'as-tu exactement contribué à ce mariage récemment, Émilie? Tu insistes encore pour enseigner à cette université alors que tu n'as pas besoin de travailler. Tu refuses d'assister, ça la plupart de mes événements professionnels, parce que tu es en train de corriger des copies. Et maintenant, tu ne peux même pas accomplir le devoir fondamental de fournir un héritier. » La cruauté de ses paroles la laissa sans voix. Ce n'était pas l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a 12 ans à la faculté de droit. Ce Jacques-là était ambitieux mais gentil, déterminé mais compréhensif. L'homme devant elle était un étranger, déformé par le privilège et l'orgueil. « J'ai prévu un dîner avec les Dubois demain soir, » continua-t-il, comme s'il n'avait pas juste brisé son monde. « Essaie de porter quelque chose d'approprié cette fois. Marguerite Dubois a mentionné à quel point ta tenue était pittoresque lors du dernier gala de charité. » Émilie sentit quelque chose se briser en elle. « Je n'assisterai pas au dîner avec les Dubois, Jacques. J'ai une réunion de faculté demain soir. Annule-la. »« Non. » La fermeté dans sa voix les surprit tous les 2. « Ma carrière compte pour moi, même si elle ne compte pas pour toi. » Jacques posa son verre avec un soin délibéré. « Ta carrière. Enseigner le droit de la famille à des étudiants émerveillés alors que tu ne parviens même pas à gérer ta propre famille. Ce n'est pas une carrière. Émilie, c'est un hobby que j'ai toléré bien trop longtemps. » La pièce semblait se refermer sur elle. Tout ce qu'elle avait refoulé au fil des années, les remarques désobligeantes sur ses origines, le mépris de ses réalisations, le rappel constant qu'elle venait de débuts plus modestes, remontaient à la surface. « Je prends rendez-vous avec le docteur Bernard demain, » dit-elle, sa voix ferme malgré son tumulte intérieur. « C'est l'un des meilleurs spécialistes de la fertilité à Paris. Tu peux soit venir avec moi et aborder cela en couple, soit... »« Soit quoi ?» défia Jacques, sa voix dangereusement douce. « Tu iras seule ? Admets-le, Émilie, tu n'es rien sans moi, tu viens de rien. Tout ce que tu as, cet appartement, ton poste à l'université, ta place dans la société parisienne, c'est grâce à moi. Et si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin en retour,
Alors peut-être est-il temps que nous reconnaissions tous les deux ce mariage pour ce qu'il est, une erreur. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de finalité. Émilie regarda son mari, vraiment le regarda, et ne vit pas l'homme qu'elle avait aimé, mais un étranger consumé par l'orgueil et les préjugés. À cet instant, quelque chose se cristallisa en elle. Elle n'était pas rien sans lui. Elle n'avait jamais été rien. Le lendemain matin, Émilie était assise dans le bureau de Dr Sophie Bernard, seule. Les yeux bienveillants du médecin l'observaient, tandis qu'elle examinait les résultats préliminaires d'Émilie. « Tout semble parfaitement normal, Madame Martin », déclara Dr Bernard en posant le dossier. « Vos marqueurs de fertilité sont tous dans des fourchettes saines. En fait, je dirais que vous avez d'excellentes chances de concevoir avec le bon plan de traitement. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais celles-ci étaient différentes de celles qu'elle avait versées la veille. C'étaient des larmes de soulagement, de justification. « Donc il n'y a rien qui ne va pas chez moi ?»« Absolument rien », confirma Dr Bernard en se penchant en avant. « Mais Émilie, puis-je vous appeler Émilie ? Les problèmes de fertilité ne sont pas une question de culpabilité. Il s'agit de trouver des solutions. Les deux partenaires doivent être évalués pour que nous ayons une image complète. » Émilie hocha la tête, essuyant ses yeux. « Mon mari refuse de se faire tester. Il dit... » Elle marqua une pause, les mots lui restant dans la gorge. « Il dit que ce n'est pas nécessaire parce que sa famille n'a jamais eu de problème. » L'expression de Dr Bernard s'adoucit avec compréhension. Malheureusement, c'est une idée reçue courante. Les antécédents familiaux, bien qu'importants, ne garantissent pas la fertilité. J'ai vu de nombreux cas où des hommes issus de familles supposément fertiles découvrent des problèmes tout à fait traitables. Les paroles du médecin ont déclenché quelque chose dans l'esprit d'Émilie. Toutes ces années de reproches, d'accusations subtiles et moins subtiles, n'avaient été fondées que sur de l'orgueil et des suppositions. Elle pensa aux documents posés dans sa mallette, des papiers de divorce que Jacques lui avait fait livrer à son bureau ce matin-là, invoquant des différences irréconciliables. « Merci, docteur Bernard, » dit Émilie en se levant. « Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. » En quittant le centre médical, Émilie sortit son téléphone et appela la seule personne qui avait toujours été son roc. « Sophie, tu peux me rejoindre pour déjeuner ? J'ai besoin de ton aide. » 1 heure plus tard, Émilie était assise en face de sa jeune sœur dans leur café préféré, à l'écart des quartiers prestigieux que Jacques affectionnait. Sophie écouta attentivement tandis qu'Émilie lui racontait tout, les résultats, des tests, le comportement de Jacques et les papiers de divorce. « Viens vivre avec moi, » dit Sophie immédiatement. « Mon appartement est petit, mais... » « Non, » interrompit doucement Émilie. « Je t'aime, mais j'ai besoin de faire ça seule. J'ai déjà trouvé un endroit, un petit appartement près de l'université. Ce n'est rien comparé aux penthouse, mais... Mais c'est à toi, termina Sophie, tendant la main pour lui serrer la sienne. Je suis si fière de toi, Émilie. Cet après-midi-là, Émilie entra dans le cabinet d'avocat où elle avait rencontré Jacques pour la première fois, alors qu'elle était une étudiante en droit pleine d'espoir. Maintenant, elle était là pour une raison très différente. Camille Dubois, l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de Paris, et surtout quelqu'un qui n'avait jamais fait partie du cercle social de Jacques, l'attendait. « Les papiers qu'il t'a envoyés sont bidons, » dit Camille sans détour, après les avoir examinés. « Il essaie de te forcer à accepter des conditions qui lui sont largement favorables. Une tactique classique quand on a affaire à un conjoint qu'on pense ne pas se défendre. » Émilie sourit avec amertume. « Alors il va avoir une surprise. »« Ah ?» Camille leva un sourcil, son intérêt piqué. « Je veux déposer la demande en premier, » déclara Émilie, se redressant sur sa chaise. « Et je veux le faire aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de lui prendre tout ce qu'il possède. Ce n'est pas qui je suis. Mais je ne le laisserai pas m'intimider pour accepter moins que ce que je mérite. » Au cours des heures suivantes, Émilie et Camille travaillèrent ensemble, rédigeant une demande de divorce juste mais ferme. Lorsqu'elles eurent terminé, Émilie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Encore une chose, » dit Émilie en sortant son chéquier. « Je veux payer votre acompte avec mon propre argent, pas le compte joint, pas son argent, le mien. » Camille approuva d'un hochement de tête. « Vous savez, la plupart des clientes dans votre situation ont peur de perdre leur train de vie. Vous, vous semblez plus effrayé de le conserver. » « Ce train de vie n'a jamais été le mien, » répondit Émilie en signant le chèque. « C'était une cage déguisée en palais.
et j'en ai fini de faire semblant. Ce soir-là, alors qu'Émilie emballait ses affaires essentielles dans des cartons, elle trouva sa vieille plaque nominative de l'époque où elle avait commencé à enseigner. Professeur Emily Turner. Bientôt, elle redeviendrait Emily Turner, non pas dans la défaite, mais dans le triomphe. Son téléphone vibra avec un message de Jacques. « Les Dubois ont été déçus par votre absence. Nous devons discuter de votre comportement. » Récent. Émilie regarda le message un long moment avant de le supprimer, puis elle bloqua son numéro. Dehors, le même coucher de soleil, qui lui avait semblé si moqueur la veille, peignait maintenant le ciel avec des couleurs de possibilités. Demain, Jacques recevrait les papiers du divorce à son bureau. Demain, il apprendrait que la femme qu'il avait qualifiée de rien sans lui était sur le point de lui prouver qu'il avait très tort. Émilie se tenait au milieu de son nouvel appartement, entourée de cartons et de la douce lumière matinale filtrant à travers les fenêtres non couvertes. L'espace était modeste, loin du luxe auquel elle s'était habituée, mais le sentiment de liberté qu'il offrait était inestimable. Le parquet grinçait légèrement sous ses pieds, tandis qu'elle passait d'une pièce à l'autre, imaginant mentalement l'agencement des meubles qu'elle n'avait pas encore achetés. « Il y a du travail à faire », dit Sophie en apparaissant, dans l'encadrement de la porte avec 2 tasses de café du café d'en bas. Mais il a du potentiel. Émilie accepta le café avec gratitude. Il a besoin de tout, en fait. J'ai laissé presque tous les meubles derrière moi. Elle ne mentionna pas comment Jacques avait ricané quand elle lui avait annoncé qu'elle déménageait, pensant qu'elle reviendrait en rampant une fois qu'elle aurait réalisé à quel point la vie serait difficile sans sa richesse. « Tant mieux », répondit Sophie en s'asseyant en tailleur sur le sol. Un nouveau départ signifie tout recommencer à zéro. De plus, ces meubles étaient horribles, tout chrome et cuir, comme vivre dans le bureau d'un PDG. Émilie rit, le son résonnant dans l'espace vide. Cela faisait du bien de rire sincèrement à nouveau. Jacques a qualifié cela de sophistication moderne. Jacques a qualifié beaucoup de choses de sophistiquées alors qu'elles étaient en réalité juste froides et inconfortables, fit remarquer Sophie. En parlant de froid et d'inconfort, comment a-t-il pris les papiers du divorce? Émilie sortit son téléphone et montra à Sophie les dizaines d'appels et de messages manqués de l'avocat de Jacques. À peu près comme prévu. Apparemment, je suis déraisonnable et ingrate. Ingrate? Rétorqua Sophie avec dédain. Pourquoi? Le privilège d'être constamment rabaissée? Selon son avocat, je devrais être reconnaissante pour l'offre de règlement généreuse qu'ils ont faite. Émilie prit une autre gorgée de café. Camille dit que c'est juste de la posture. Ils sont surpris que je me défende. Les sœurs passèrent la matinée à déballer les affaires essentielles d'Émilie et à faire des listes de ce dont elle avait besoin. Vers midi, Sophie dut partir pour son service à l'hôpital, mais pas avant d'avoir fait promettre à Émilie de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Seule dans son nouvel espace, Émilie se sentit attirée par la petite deuxième chambre. Elle était censée être son bureau, mais en se tenant sur le seuil, elle pouvait imaginer quelque chose de totalement différent. Des murs jaunes doux, un berceau blanc, des étagères flottantes remplies de livres pour enfants. Le rêve, qu'elle avait eu peur de chérir pendant son mariage, lui sembla soudain à nouveau possible. Son téléphone vibra avec un rappel. Rendez-vous avec le docteur Laurent, spécialiste de la fertilité, à 14 heures. Émilie l'avait trouvé grâce au docteur Bernard. Il était spécialisé dans l'insémination artificielle et avait l'un des taux de réussite les plus élevés de Paris. La clinique était chaleureuse et accueillante, rien à voir avec les cabinets médicaux stériles auxquels elle était habituée. Le docteur Laurent, un homme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à la démarche douce, écouta attentivement Émilie expliquer sa situation. « Les mères célibataires par choix deviennent de plus en plus courantes, dit-il, en examinant son dossier médical. Et avec vos excellents marqueurs de fertilité, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas procéder à une insémination artificielle dès que vous vous sentirez prête. »« Je suis prête, » déclara Émilie avec fermeté. « J'ai passé des années à laisser l'orgueil de quelqu'un d'autre dicter mes chances de devenir mère. Je ne perdrai plus de temps. » Le docteur Laurent approuva d'un hochement de tête. « Alors discutons de vos options. Tout d'abord, nous devrons choisir un donneur. Notre base de données est assez vaste et vous pouvez spécifier divers critères, antécédents médicaux, parcours éducatifs, caractéristiques physiques. » Alors que le docteur Laurent expliquait le processus, Émilie ressentait une excitation grandissante. C'était réel.
Ça se passait vraiment. Elle prenait le contrôle de son propre bonheur. « Vous voudrez consulter un avocat pour les aspects juridiques », mentionna le docteur Laurent. « Surtout compte tenu de votre situation. Je peux vous recommander quelqu'un qui se spécialise dans le droit de la reproduction. »« J'apprécierais cela », répondit Émilie. Malgré son expérience en droit de la famille, elle savait que c'était un domaine spécialisé qui nécessitait des conseils d'experts. En quittant la clinique, Émilie se sentait plus légère que depuis des années. Le soleil de l'après-midi réchauffait son visage alors qu'elle marchait vers sa voiture, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment pleine d'espoir pour l'avenir. Son téléphone sonna. Camille Dubois appelait. « Émilie, bonne nouvelle. Le juge a rejeté la demande de Jacques pour accélérer le divorce selon ses conditions. Nous sommes en position de force pour négocier. »« Il doit être furieux, » dit Émilie, incapable de cacher la satisfaction dans sa voix. « Oh, il l'est, » confirma Camille en riant. « Son avocat vient d'appeler, fulminant contre votre manque de coopération. Je lui ai rappelé que refuser d'accepter un règlement injuste n'était pas la même chose que de ne pas coopérer. » Émilie sourit en pensant à la réaction de Jacques. Il n'avait pas l'habitude que les choses ne se passent pas comme il le voulait. « Merci, Camille, pour tout. Ne me remerciez pas encore, ce n'est que le début. Mais Émilie, vous faites ce qu'il faut. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ce soir-là, Émilie était assise sur le sol de son nouvel appartement, mangeant un plat à emporter et parcourant des sites de meubles sur son ordinateur portable. Son téléphone ne cessait de s'allumer avec des messages de leurs amis communs, certains exprimant de l'inquiétude, d'autres du jugement, quelques-uns offrant leur soutien. Elle les ignorait tous. La recommandation du docteur Laurent avait conduit Émilie au cabinet de Michel Bertrand, un spécialiste du droit de la reproduction. Son cabinet était notablement différent des imposantes structures de verre et d'acier auxquelles elle était habituée. Installée dans un manoir, victorien rénové, on avait plus l'impression de visiter une maison qu'un cabinet d'avocat. Le paysage juridique de la reproduction assistée peut être complexe, expliqua Michel, ses yeux marrons chaleureux fixés attentivement sur Émilie pendant qu'il parlait. Mais c'est pour ça que je suis là, pour m'assurer que vos droits et ceux de votre futur enfant soient protégés dès le début. Émilie se sentit se détendre en sa présence. Contrairement aux avocats agressifs en costume-cravate auxquels elle était habituée, Michel avait une authenticité décontractée. Ses manches étaient retroussées, sa cravate légèrement desserrée, et son bureau était encombré de photos de famille, à côté de textes juridiques. « Je dois vous demander, » dit-il en parcourant ses documents, « étant donné votre procédure de divorce en cours, avez-vous réfléchi à la réaction de votre ex-mari face à cette décision ?» Émilie se redressa sur sa chaise. « Jacques n'a pas son mot à dire là-dessus. Nous divorçons précisément parce qu'il ne pouvait pas accepter que nos problèmes de fertilité ne soient pas uniquement de ma faute. Maintenant que je sais que je suis parfaitement capable d'avoir des enfants, je ne vais plus laisser son ego faire obstacle. » Michel approuva d'un hochement de tête. « Bien. C'est exactement le genre de clarté dont nous avons besoin. Néanmoins, nous devrons nous assurer que tout soit correctement documenté. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est qu'il essaie de revendiquer des droits sur un enfant conçu après votre séparation. » Alors qu'ils discutaient du cadre juridique, Émilie fut impressionnée par les connaissances de Michel et son engagement sincère envers ses clients. Il ne se contentait pas de traiter des papiers, il aidait les gens à construire des familles. « Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine ?» demanda-t-elle lors d'une courte pause. Une ombre passa sur son visage. « Ma sœur a traversé quelque chose de similaire. Pas le divorce, mais la lutte pour avoir des enfants. Son mari, il n'était pas solidaire. Il l'a entièrement blâmé. Au moment où elle a décidé de prendre les choses en main, elle était tellement émotionnellement épuisée qu'elle pouvait à peine se défendre elle-même. Je l'ai aidée à traverser le processus juridique. Et, eh bien, il désigna une photo sur son bureau d'un petit garçon souriant. Maintenant, je suis le fier oncle d'un garçon de 7 ans qui ne cesse de parler de dinosaures. » Émilie sourit, ressentant une connexion qu'elle n'avait pas anticipée. « Et votre sœur ?»« Remariée à quelqu'un qui la mérite, » répondit Michel. « Elle dirige sa propre entreprise. Elle est heureuse. » Il se pencha légèrement vers l'avant. « Le fait est, Émilie, ce que vous faites demande du courage. Tout le monde ne comprendra pas ou ne soutiendra pas votre choix,
mais cela ne le rend pas moins valable. Plus tard dans l'après-midi, Émilie était assise dans son bureau à l'université, préparant son prochain cours. Un coup à la porte interrompit sa concentration. C'était le doyen Robert, le chef de son département. « Émilie, avez-vous un moment ?» Elle désigna la chaise en face de son bureau, essayant de calmer son anxiété. Le divorce était devenu un sujet de commérage parmi le corps enseignant, étant donné la notoriété de Jacques dans les milieux juridiques. « Je vais être direct, » dit le doyen en s'installant sur la chaise. « Le conseil a reçu une lettre de l'avocat de votre mari, suggérant que votre situation personnelle pourrait affecter votre capacité à enseigner le droit de la famille de manière efficace. » Émilie sentit son visage s'empourprer de colère. « Il essaie de s'immiscer dans ma carrière maintenant ?»« Il essaie et échoue, » l'assura le doyen Robert. « Je suis ici pour vous dire que le conseil a complètement rejeté ces inquiétudes. En fait, nous vous proposons le poste de coordinatrice de cours pour tout le département de droit de la famille à partir du prochain semestre. » Émilie le regarda, choquée. « Mais ce poste n'était même pas vacant. » Le professeur « Chen prend sa retraite plus tôt que prévu, » expliqua-t-il. « Et vous étiez déjà la suivante sur la liste. Votre travail ici a été exemplaire, Émilie. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Alors que le doyen partait, Émilie se renversa dans sa chaise, digérant tout cela. Jacques avait essayé de saper sa carrière. La seule chose qu'elle avait insisté pour garder malgré son désaccord, et cela avait complètement raté. Son téléphone vibra avec un message de Michel Bertrand. « Les profils des donneurs sont prêts à être examinés quand vous voulez. Pas de précipitation. C'est une grande décision. » Émilie sourit, ressentant un sentiment de paix, l'envahir. Chaque tentative pour la diminuer semblait avoir l'effet inverse, la rendant plus forte, plus certaine de son chemin. Dans son portefeuille, elle gardait toujours la carte de visite de la clinique de fertilité. Au dos, elle avait noté une citation qu'elle avait vue dans le bureau du docteur Laurent. « La famille que vous créez n'est pas moins réelle que celle dans laquelle vous êtes né. » En relisant ces mots, Émilie ressentit une vague de certitude. Elle était prête pour ce nouveau chapitre, quels que soient les défis qu'il pourrait apporter. Les feuilles d'automne prenaient des teintes dorées quand Émilie prit sa décision. Après des semaines à examiner soigneusement les profils des donneurs, elle avait trouvé celui qui lui semblait le bon, un chercheur médical aux yeux bienveillants et au parcours académique impressionnant. Mais plus que ses réalisations, c'était son essai de donneur qui avait touché son cœur. « Je crois que la famille ne se résume pas à un héritage génétique ou à un statut social, » avait-il écrit. « C'est une question d'amour, de dévouement et du choix de nourrir. Un autre être humain. Chaque enfant mérite d'être désiré et chéri pour ce qu'il est et non pour ce qu'il représente. » Assise dans le bureau de Michel Bertrand, Émilie signa les derniers documents légaux qui protégeraient ses droits parentaux. Michel était devenu bien plus que son avocat au cours des derniers mois. Il était désormais un ami et un conseiller de confiance. « Tout est en ordre, » dit-il en rangeant les papiers. « L'anonymat du donneur est garanti et vos droits en tant que parent unique sont légalement protégés. » Il marqua une pause puis ajouta avec un sourire chaleureux « Vous êtes impatiente ?»« Terrifiée et impatiente, » admit Émilie, « mais surtout impatiente. Ça me semble juste, vous savez. » « Les meilleures décisions sont souvent ainsi, » répondit Michel les yeux plissés, « même quand elles font peur. » La procédure elle-même était prévue pour la semaine suivante. Le docteur Laurent avait été optimiste quant à ses chances, compte tenu de son excellente santé et de ses marqueurs de fertilité. Malgré tout, Émilie essayait de ne pas trop se laisser emporter par l'espoir. Elle avait appris par expérience que les attentes pouvaient être dangereuses. Sophie insista pour l'accompagner à la clinique, entretenant un flot constant de bavardages joyeux qui aidèrent à calmer les nerfs d'Émilie. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Sophie alors qu'elles étaient assises dans la salle d'attente. « C'est probablement l'histoire de conception la plus calme qu'un enfant aura jamais. Pas de rendez-vous gênant, pas de drame relationnel. » Émilie rit, reconnaissante envers sa sœur pour sa capacité à alléger n'importe quel moment. Juste leur maman faisant ce qu'il fallait faire. L'intervention fut rapide et relativement simple. Par la suite, le docteur Laurent lui conseilla de poursuivre sa routine normale, tout en gardant un niveau de stress bas. « Les 2 semaines d'attente peuvent être difficiles, » l'a-t-il averti. « Essayez de rester occupé, mais pas débordé. Plus facile à dire qu'à faire. » Émilie se plongea dans son travail,
reconnaissante pour la distraction que lui offraient ses nouvelles responsabilités en tant que coordinatrice du département. L'enthousiasme et l'engagement de ses étudiants l'aidaient à ne pas succomber à la tentation constante de faire un test de grossesse prématurée. Un après-midi, alors qu'elle revoyait des études de cas pour son prochain cours, elle reçut un email inattendu de Marguerite Dubois, une des amies de la haute société de Jacques, qui avait toujours été particulièrement critique envers les origines modestes d'Émilie. « Ma chère, je devais absolument te contacter. » Commençait l'email, son ton condescendant évident même à travers le texte. « Jacques était à notre dîner hier soir avec sa nouvelle amie, la juge fédérale Patricia Dubois. Ils forment un couple si remarquable. J'ai pensé que tu devrais savoir qu'il passe à autre chose avec quelqu'un de plus convenable. Pas de rancune, j'espère. » Émilie lut l'email 2 fois, surprise de constater que cela ne faisait pas aussi mal que Marguerite l'avait clairement souhaité. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange pitié. Pour Jacques, pour Patricia, pour tout ce monde artificiel dans lequel ils évoluaient. « Merci de me tenir informée, Marguerite, » répondit-elle simplement. « Je leur souhaite à tous, les deux le meilleur. » Puis elle bloqua l'adresse email de Marguerite et retourna à son travail. Les 2 semaines d'attente se transformèrent en 3, car le côté pratique d'Émilie insistait pour être absolument certaine avant de faire le test. Enfin, un matin avant l'aube, elle s'assit au bord de sa baignoire, fixant 2 lignes roses qui allaient changer sa vie à jamais. Les mains tremblantes, elle appela Sophie, peu importe l'heure matinale. « Je suis enceinte », murmura-t-elle au téléphone, des larmes de joie coulant sur son visage. Le cri enthousiaste de Sophie fut probablement entendu à 3 pâtés de maison. « J'arrive tout de suite, ne bouge pas. » Le docteur Laurent confirma la grossesse plus tard dans la matinée. Mais ce fut lors de l'échographie quelques semaines plus tard qu'Émilie reçut la surprise de sa vie. « Eh bien, » dit le docteur Laurent, étudiant l'écran avec un large sourire, « il semble que nous ayons ici des surdoués. Félicitations, Émilie, vous attendez des jumeaux. » Émilie fixait l'écran, émerveillée, observant 2 minuscules battements de cœur palpiter comme des ailes de papillon. « Des jumeaux ?» murmura-t-elle, à peine capable de saisir l'ampleur de cette bénédiction. « 2 embryons en parfaite santé, confirma-t-il, tous 2 parfaitement positionnés et se développant exactement comme prévu. » Ce soir-là, Émilie s'installa à sa place préférée, près de la fenêtre de son appartement, une main posée doucement sur son ventre encore plat. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit en parfaite harmonie avec ses choix. Son téléphone vibra avec un message de Michel. « Je viens d'apprendre la nouvelle par le docteur Laurent. Ne t'inquiète pas, tout est passé par les canaux appropriés. Félicitations, Émilie. Si quelqu'un mérite ce bonheur, c'est bien toi. » Elle sourit, songeant à combien son cercle de soutien avait changé par rapport à l'année dernière. Les amis superficiaux et les connaissances critiques avaient disparu. À leur place, se trouvèrent des personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Les jumeaux semblaient rendre tout plus réel, plus significatif. Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre de sa vie, c'était un livre entièrement nouveau, et elle en était à la fois l'auteur et le personnage principal. Alors que la vie d'Émilie s'épanouissait avec de nouvelles possibilités, Jacques Martin III découvrait que certaines victoires ressemblaient étrangement à des défaites. Sa romance éclair avec la juge Patricia Dubois avait abouti à un mariage mondain qui avait fait la une des magazines les plus exclusifs de Paris. La cérémonie à l'hôtel Drake historique avait été tout ce qu'il avait imaginé. Élégante, sophistiquée et surtout une déclaration claire qu'il avait gravi les échelons sociaux. « Tu t'es bien débrouillé », lui avait dit son père lors de la réception en lui tapant sur l'épaule. Patricia est exactement le genre de femme qu'un homme des Martins devrait avoir. Contrairement à... Il n'avait pas terminé sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Jacques avait souri et hoché la tête, repoussant la petite voix dans sa tête qui se souvenait du rire d'Émilie, qui remplissait autrefois leur maison de chaleur, de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de ses élèves, de la manière dont elle l'avait aimé avant qu'il ne devienne quelqu'un d'important. La lune de miel aux Maldives avait été parfaite, chaque moment soigneusement orchestré pour leur compte de réseaux sociaux. Mais la réalité avait commencé à s'infiltrer lors de leur premier dîner, en tant que couple marié. « Chérie », avait dit Patricia avec ce ton précis de déception contrôlée qu'il apprenait rapidement à reconnaître, «
Nous devons vraiment commencer à penser aux enfants. Je ne rajeunis pas et la famille Martin a besoin d'un héritier. Jacques avait bien sûr acquiescé. C'était attendu. Patricia était tout ce qu'il pensait vouloir. Sophistiquée, ambitieuse, issue d'une famille de vieille richesse qui faisait paraître la sienne comme nouvelle riche. Elle comprenait l'importance de maintenir les apparences, de jouer le jeu social. Elle était parfaite. Trop parfaite peut-être. Les problèmes de fertilité ont commencé presque immédiatement. Mois après mois, malgré leurs meilleurs efforts, rien ne se passait. Patricia a insisté pour qu'il consulte un spécialiste, sa formation juridique lui faisant aborder la situation comme un dossier à gagner. Le cabinet du docteur Henry était discret, comme il se devait pour un médecin traitant l'élite de Paris. Les tests initiaux avaient été routiniers, presque expéditifs. Jacques ne s'était pas inquiété. Après tout, les hommes de la famille Martin n'avaient jamais eu de problème dans ce domaine. Jusqu'à maintenant. « Je crains que les résultats ne soient très clairs, monsieur Martin », a déclaré le docteur Henry, sa voix soigneusement neutre alors qu'il examinait les résultats des tests. « Votre numération de spermatozoïdes est extrêmement faible et leur mobilité est significativement réduite. Bien que nous puissions essayer des traitements, la probabilité d'une conception naturelle est minime. » Jacques avait fixé le médecin, incapable de digérer ces mots. « C'est impossible, ma famille n'a jamais... » Les problèmes de fertilité peuvent survenir indépendamment des antécédents familiaux, a expliqué patiemment le docteur Henry. Ce n'est pas rare, et avec les avancées médicales modernes, mais Jacques n'écoutait plus. Son esprit revenait en arrière, se souvenant de chaque mot cruel qu'il avait lancé à Émilie, chaque accusation, chaque moment où il l'avait fait se sentir indigne, parce qu'elle ne pouvait pas lui donner un enfant. Patricia avait accueilli la nouvelle avec la même précision contrôlée qu'elle appliquait à tout le reste. « Eh bien, avait-elle dit, examinant les options de traitement comme un dossier juridique, nous devrons simplement opter pour des méthodes plus agressives. Je suppose que vous voudrez commencer le traitement immédiatement ?» Mais quelque chose en Jacques s'était brisé. La façade soigneusement construite de sa vie parfaite se fissurait, révélant le vide en dessous. Ce soir-là, seul dans son bureau, il s'était servi un verre de scotch et avait ouvert son ordinateur portable. Une recherche rapide l'avait conduit à la page facultaire d'Émilie à l'université. La photo la montrait souriant chaleureusement à l'objectif, paraissant plus confiante et radieuse qu'il ne s'en souvenait. Sa biographie mentionnait sa récente promotion au poste de coordinatrice du département et ses prochaines interventions lors de plusieurs conférences juridiques prestigieuses. Elle avait prospéré sans lui. Le scotch lui brûla la gorge, alors qu'il parcourait les articles de presse locale, trouvant son nom mentionné dans des articles sur la réforme éducative et les innovations en droit de la famille. Il n'y avait aucune trace de la femme insécure qu'il avait tenté de modeler en épouse idéale pour la société. Son téléphone vibra. Un message de Patricia. « J'ai pris rendez-vous avec 3 autres spécialistes. Libère ton agenda pour la semaine prochaine. Nous devons être agressifs sur ce point. » Jacques ferma les yeux, sentant le poids du karma s'installer sur ses épaules. Il avait repoussé une femme qu'il avait aimée pour ce qu'il était, et non pour son statut ou son nom de famille. Tout cela à cause de l'orgueil et des préjugés. Maintenant, ce même orgueil était devenu sa prison. L'ironie était amère. Il avait tout ce qu'il pensait vouloir. L'épouse parfaite pour la société, l'adresse prestigieuse, la position sociale, et rien de ce dont il avait vraiment besoin. Plus tard dans la semaine, lors d'un autre gala de charité, Jacques regarda Patricia manœuvrer dans la salle avec une aisance bien rodée. Elle discutait de leur parcours de fertilité avec Marguerite Dubois, donnant juste la bonne tournure pour susciter de la sympathie sans perdre la face. « Bien sûr, nous explorons toutes les meilleures options », disait Patricia. « La lignée des Martin doit continuer après tout. » Jacques s'excusa et sortit sur le balcon, desserrant son nœud papillon. La ville s'étendait devant lui, les lumières scintillant comme les rêves qu'il avait sacrifiés sur l'autel des attentes sociales. Son téléphone contenait un message rédigé qu'il n'enverrait jamais. « Émilie, je suis désolé. » « Mais désolé pourquoi? Pour ne pas avoir cru en elle? Pour avoir valorisé son orgueil plutôt que leur amour? Pour avoir jeté quelque chose de réel en poursuivant quelque chose de creux? » Il supprima le brouillon. Certaines erreurs ne pouvaient pas être réparées par une simple excuse. Le printemps arriva à Paris, apportant avec lui de nouveaux commencements. Le petit appartement d'Émilie s'était transformé au cours des derniers mois.
La deuxième chambre abritait maintenant 2 lits blancs, les murs peints d'un vert sauge doux. Des livres pour enfants remplissaient les étagères flottantes, et 2 petits mobiles avec des étoiles argentées pendaient du plafond captant la lumière du matin. À 5 mois de grossesse, le ventre jumeau d'Émilie devenait plus prononcé, attirant des sourires chaleureux de ses étudiants et collègues. L'université avait été incroyablement supportive, ajustant son emploi du temps pour répondre à ses besoins croissants tout en maintenant son poste de coordinatrice du département. « Tu rayonnes », dit Michel Bertrand un après-midi alors qu'ils se retrouvaient pour leur rendez-vous café désormais régulier. Ces rencontres avaient depuis longtemps dépassé le cadre des consultations juridiques pour devenir quelque chose de plus personnel, bien qu'aucun des deux ne lui ait encore donné de nom. « Je suis énorme », rit Émilie, s'installant dans leur coin habituel du café tranquille près du campus. Les jumeaux semblent déterminés à se faire remarquer. Les yeux de Michel s'adoucirent alors qu'il la regardait poser inconsciemment sa main sur son ventre. « Ça te va bien, ce bonheur. C'est comme si tu avais trouvé ta vraie nature. »« C'est vrai, » admit Émilie, croisant son regard, « même si j'ai eu de l'aide en chemin. » La chaleur dans sa voix laissait entendre qu'elle ne parlait pas seulement de sa sœur ou de son équipe médicale. Leur conversation fut interrompue par un léger frémissement intérieur. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Oh, ils bougent encore. Tu veux sentir ?» Michel hésita un instant avant de poser délicatement sa main là où elle lui indiquait. Quand l'un des jumeaux donna un coup dans sa paume, son visage s'illumina d'émerveillement. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Le moment s'étira, entre eux empli de possibilités non dites. Finalement, Michel se racla la gorge. « Émilie, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais je dois être honnête avec toi. Ces derniers mois, à te connaître, à voir ta force et ta grâce, j'ai développé des sentiments qui vont au-delà de l'amitié. » Émilie sentit son cœur faire un bond. Elle avait conscience de ses sentiments grandissants pour Michel, mais elle avait hésité à les reconnaître, concentrée qu'elle était sur sa grossesse et sur la guérison de son passé. « Je comprends si tu n'es pas prête, » poursuivit-il rapidement. « Tu as tant de choses en tête, et la dernière chose que je veux, c'est compliquer ta vie. Mais je voulais que tu saches que si tu seras prête à explorer quelque chose de plus, je suis là. » Émilie tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Michel, tu n'as jamais compliqué ma vie. Tu ne l'as jamais qu'embellie. » Elle pressa doucement ses doigts. « Je le ressens aussi, j'ai juste besoin d'y aller doucement. Nous avons tout le temps du monde, » l'assura-t-il, son sourire atteignant ses yeux. Plus tard dans la soirée, lors de son appel vidéo habituel avec Sophie, Émilie ne put garder la nouvelle pour elle plus longtemps. « Enfin !» s'exclama « Sophie, je vous observe tourner autour l'un de l'autre depuis des mois. Il est parfait pour toi, Émilie. Il te voit vraiment, la vraie toi. » « C'est encore tôt, » tempéra Émilie, mais elle ne pouvait cacher son sourire. « Et compliqué. Je veux dire, je suis enceinte de jumeaux. »« Et il le sait depuis le premier jour, » fit remarquer Sophie. « Il a été là à chaque étape, te soutenant sans rien attendre en retour. C'est du sérieux, Émilie. » La conversation dévia sur la prochaine échographie, où Émilie espérait découvrir le sexe des jumeaux. Sophie, déjà la tante dévouée, avait rempli son panier en ligne de vêtements de toutes les couleurs, prête à cliquer sur « Acheter » dès qu'elle aurait la réponse. « Tu as déjà pensé à des prénoms ?» demanda Sophie. « Quelques idées » répondit Émilie, en passant sa main sur son ventre. « Mais je veux attendre de les rencontrer. J'ai l'impression qu'ils me diront qui ils sont le moment venu. » Le lendemain, à l'université, Émilie passait en revue les candidatures pour les assistants d'enseignement du prochain semestre quand le doyen Robert frappa à sa porte. « Émilie, tu as une minute. Il y a une opportunité dont j'aimerais te parler. » Elle lui fit signe d'entrer, remarquant l'étincelle d'excitation dans ses yeux. La conférence internationale sur le droit de la famille à Boston nous a demandé si nous pouvions envoyer quelqu'un pour présenter des approches modernes d'enseignement du droit de la famille. Étant donné tes méthodes innovantes et tes récents succès, je t'ai recommandé. Émilie cligna des yeux, surprise. « Mais c'est en nous, non? Je serai enceinte de presque 8 mois avec des jumeaux. » Les organisateurs de la conférence sont tout à fait prêts à s'adapter à tes besoins, la rassura le doyen Robert. Ils t'ont spécifiquement demandé, après avoir lu, tes articles sur l'intégration de l'expérience pratique dans l'enseignement juridique. L'opportunité était incroyable, une chance de partager ces méthodes avec des éducateurs du monde entier. Pourtant,
Le timing semblait impossible. « Réfléchis-y, dit le doyen Robert en se levant pour partir. Tu n'as jamais laissé les défis t'arrêter auparavant. Pourquoi commencer maintenant ?» Ce soir-là, alors qu'Émilie était assise dans la chambre d'enfant, pliant de petits bodys et repensant aux événements de la journée, elle ressentit un profond sentiment de plénitude. Sa vie avait pris une direction inattendue, mais chaque pas l'avait menée exactement là où elle devait être. Son téléphone vibra avec un message de Michel. « Je voulais juste te remercier pour aujourd'hui, pour ta sincérité, ta confiance, et pour m'avoir permis de faire partie de ton cheminement. Fais de beaux rêves, Émilie. » Elle sourit, songeant à quel point ce soutien était différent de ce qu'elle avait connu auparavant. Il ne s'agissait pas de statut social ou d'attente. C'était une connexion authentique, un respect mutuel, et la possibilité que quelque chose de réel grandisse entre eux, aussi naturel et miraculeux que les deux petites vies grandissant en elles. Les murs immaculés du penthouse de Jacques et Patricia, situés sur Lakeshore Drive, ressemblaient plus à un musée qu'à une maison. Chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque objet avait été soigneusement choisi pour projeter une image de réussite et de sophistication. Mais récemment, cette perfection commençait à devenir étouffante. Patricia se tenait dans leur immense salle de bain principale, fixant un autre test de grossesse négatif. Son maintien soigneusement contrôlé se fissura légèrement, alors qu'elle le jetait à la poubelle, rejoignant ses nombreux prédécesseurs. « Nous devons discuter de nos options », déclara-t-elle plus tard dans la soirée, d'une voix brève et professionnelle, en rejoignant Jacques dans son bureau. « Les traitements ne fonctionnent pas, et le temps nous est compté. » Jacques leva les yeux de son ordinateur portable, où il examinait une nouvelle facture de leurs spécialistes en fertilité. Les traitements avaient été nombreux et coûteux, bien que l'argent ne soit pas le problème. Le véritable coût avait été pour son orgueil, pour leur relation, pour cette façade de perfection qu'ils avaient tant cherché à maintenir. « Quelles options ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Un donneur de sperme, répondit Patricia d'un ton neutre. C'est la prochaine étape logique. Nous pouvons choisir quelqu'un avec un profil approprié. Éducation Ivy League, historique familial adéquat. Personne n'a besoin de savoir. » La suggestion frappa Jacques comme un coup physique. « Personne n'a besoin de savoir ?» répéta-t-il, la colère montant dans sa gorge. « Sauf toi, sauf moi, sauf notre enfant qui vivrait dans un mensonge. » « Ne sois pas dramatique, Jacques, » soupira Patricia, lissant ses cheveux déjà parfaits. « C'est une solution parfaitement acceptable dans notre milieu. Les Dubois l'ont fait, bien sûr, ils n'en parlent pas ouvertement. »« Les Dubois, » ricana Jacques, « c'est tout ce qui t'importe? Ce que pense notre cercle social ?» Les yeux de Patricia se plissèrent. « C'est fort venant de toi. N'est-ce pas exactement pour ça que tu as quitté ta première femme? Parce qu'elle n'était pas assez raffinée pour ton précieux cercle social ?» La vérité dans ces mots piqua plus que Jacques ne voulait l'admettre. « C'était différent, » protesta-t-il faiblement. « Vraiment ?» défia Patricia. « Tu as jeté un mariage avec une femme qui t'aimait vraiment, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que tu te faisais d'une épouse Martin. Et maintenant te voilà, avec ta parfaite épouse de la haute société, incapable de perpétuer la précieuse lignée des Martin. » Son rire était amer. « Tu sais ce qui est ironique ? Emily Turner parle à la conférence internationale sur le droit de la famille à Paris cet été. J'ai vu l'annonce aujourd'hui. Apparemment, elle est devenue très respectée dans les milieux académiques. Tant pis pour elle, qui n'était pas assez bien. » Jacques sentit son monde basculer. « Emily parle à la conférence ? » « Tiens, oui, » poursuivit Patricia, une pointe de cruauté dans la voix. « L'ex-épouse plébéienne dont tu avais tellement honte est maintenant une experte célébrée dans son domaine. La vie a un sens de l'humour, n'est-ce pas ?» Le bruit de verre brisé les fit sursauter tous les deux. Jacques avait serré son verre de whisky trop fort, le brisant. Alors qu'il regardait une goutte de sang perler d'une petite coupure sur sa paume, il pensa au karma, aux conséquences. « Au prix de l'orgueil, je vais me coucher », annonça Patricia, son moment de perte de contrôle déjà soigneusement dissimulé. « Nous discuterons de l'option du donneur demain. Et Jacques, nettoie ça toi-même. J'ai dit à Maria de ne plus travailler. Le soir. Nous devons réduire les dépenses si nous voulons continuer les traitements. » Seul dans son bureau, Jacques ouvrit son navigateur et chercha les informations sur la conférence. Et là, elle était professeure Emily Turner, conférencière principale sur le thème « Moderniser l'enseignement du droit de la famille ».
Intégrer l'empathie à l'expertise. La photo la montrait souriant avec assurance à l'objectif, une main posée sur ce qui semblait être un ventre bien arrondi. La vue lui donna un coup au cœur. Émilie était enceinte. Comment? Quand? Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, tenter de chercher plus d'informations. Mais de quel droit pouvait-il s'immiscer dans sa vie maintenant? Il avait jeté leur mariage parce qu'elle ne correspondait pas à son image de la perfection. Et maintenant la voilà, réussissant, respectée, et apparemment en train de fonder la famille qu'elle avait toujours désirée, sans lui. L'ironie était presque trop difficile à supporter. Il l'avait quittée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, pour finalement découvrir que c'était lui qui ne pouvait pas en avoir. Il avait critiqué sa carrière comme étant juste de l'enseignement, pour ensuite la voir s'élever dans son domaine. Il avait troqué la substance pour le style, l'amour véritable pour l'acceptation sociale, et l'univers, lui, avait répondu en conséquence. À l'étage, il entendait Patricia au téléphone, probablement avec son amie Marguerite, maintenant les apparences sociales alors que leur vie privée s'effondrait. Le contraste entre la vie qu'il avait choisie et celle qu'il avait rejetée n'avait jamais été aussi flagrant. Jacques regarda autour de lui son bureau parfaitement aménagé, avec ses livres reliés en cuir qu'il ne lisait jamais et ses œuvres d'art coûteuses qu'il ne comprenait pas. Tout dans sa vie était une façade. Son mariage, sa maison, son cercle social. Il avait construit son monde sur les apparences, et maintenant la réalité lui montrait à quel point ces apparences étaient creuses. La conférence de Paris était dans seulement 6 semaines, et les préparatifs d'Émilie devaient être équilibrés avec sa grossesse de plus en plus exigeante. À 7 mois de grossesse avec des jumelles, même les tâches simples étaient devenues un défi. Pourtant, elle refusait de laisser son état l'empêcher d'atteindre ce jalon professionnel. « Tu es sûr de toi ?» demanda Michel un soir, alors qu'ils revoyaient les supports de sa présentation dans son appartement. Son inquiétude était évidente, mais son admiration pour sa détermination l'était tout autant. « Absolument », répondit Émilie, ajustant sa position sur le canapé pour accommoder son ventre qui grossissait. « Ces filles ne vont pas m'empêcher de vivre ma vie. De plus, le docteur Laurent dit que tout se déroule parfaitement. » Michel sourit, tendant la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Leur relation avait progressé régulièrement au cours des derniers mois, construite sur une base de respect mutuel et de compréhension. Il était devenu une présence constante dans sa vie, son soutien inébranlable, mais jamais étouffant. « J'ai pris la liberté de réserver une chambre d'hôtel près du centre de conférence, » dit-il, « au cas où tu aurais besoin d'un endroit pour te reposer entre les sessions. Et Sophie a déjà prévu de prendre des congés pour t'accompagner. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, ses hormones de grossesse. La rendait émotive au moindre geste de gentillesse. « Vous êtes trop bon avec moi. »« Ça n'existe pas, » répondit Michel doucement, en la serrant contre lui. Le lendemain matin, lors de son examen de routine, le docteur Laurent remarqua une légère augmentation de sa tension artérielle. « Rien de trop inquiétant pour l'instant, » la rassura-t-il, « mais je veux que tu la surveilles de près. Le voyage pour la conférence devrait bien se passer, mais tu devras prendre des précautions supplémentaires. » Émilie hocha la tête, ajustant déjà mentalement ses plans. Elle avait trop lutté pour cette vie pour la risquer maintenant. « Je ferai attention, » promit-elle. « Sophie vient avec moi et Michel a tout organisé pour minimiser le stress. » Les yeux du docteur Laurent pétillèrent. « Ah oui, Michel, on dirait qu'il est souvent dans les parages ces derniers temps. » Émilie rougit, se sentant comme une adolescente. « Il est spécial. Il comprend ce que ces bébés représentent pour moi, ce que ma carrière représente pour moi. Il ne me demande pas de choisir. C'est parce que le véritable amour multiplie, il ne divise pas, » dit le médecin avec sagesse. « Maintenant, voyons comment se portent ces petits. » L'échographie révéla 2 petites filles en parfaite santé, leur position idéale pour un accouchement naturel. Émilie regarda, émerveillée, leurs mouvements à l'écran, l'une semblant faire un signe de la main tandis que l'autre suçait son pouce. « Elle montre déjà des personnalités différentes, » rit le docteur Laurent. « Celle-ci est très active, elle fait des culbutes à chaque examen, et sa sœur est généralement plus calme, même si elle a souvent le « ok ». Ce soir-là, lors de la réunion de son département, Émilie partagea le plan de sa présentation pour la conférence avec ses collègues. Le soutien fut immense.
Ils avaient même prévu de diffuser en direct sa session pour les étudiants qui avaient demandé à la regarder. « Vous changez la façon dont nous enseignons le droit de la famille », commenta le doyen Robert. « Vous le rendez plus humain, plus pertinent par rapport aux situations réelles. Votre expérience personnelle vous a donné une perspective unique. » Émilie pensa à tout le chemin parcouru depuis l'époque où elle se sentait piégée dans un mariage qui privilégiait les apparences au détriment de la substance. Maintenant, elle aidait à façonner la nouvelle génération d'avocats spécialisés en droit de la famille, leur apprenant à voir au-delà des précédents et des procédures, pour toucher le cœur humain au centre de chaque affaire. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise dans la chambre d'enfant en pliant de petits vêtements, son téléphone vibra avec un message de Michel. « Je viens de vérifier la météo pour Paris. C'est parfait pour nos promenades du soir. Au bord du port, si tu es partante. » Émilie sourit, passant sa main sur son ventre. Les jumelles étaient actives ce soir, ressentant peut-être son contentement. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » répondit-elle. « Ces filles adorent leur promenade. Du soir avec toi. » Elle regarda autour d'elle dans la chambre d'enfant, contemplant l'espace paisible qu'elle avait créé. 2 berceuses en bois étaient placées côte à côte, l'une qu'elle avait achetée elle-même, l'autre une surprise de Michel. Il l'avait placée à côté de la sienne un soir, disant simplement « Au cas où tu aurais besoin d'aide pour les biberons de minuit ». Ce geste l'avait émue aux larmes, non seulement à cause de sa prévenance, mais parce qu'il représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu dans son précédent mariage, du soutien sans condition, de l'amour sans attente, un partenariat sans jeu de pouvoir. Un petit coup de pied doux de l'intérieur lui rappela l'incroyable voyage qui l'attendait. Dans moins de 2 mois, elle prononcerait son discours d'ouverture à la conférence, partageant sa vision d'une approche plus empathique du droit de la famille. Et peu de temps après, elle accueillerait ses filles dans le monde. Cette pensée ne l'effrayait plus. Elle avait construit un réseau de soutien composé de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle représentait. Elle avait créé une vie remplie de sens et d'amour, prouvant que parfois, les meilleures familles sont celles que nous choisissons de construire nous-mêmes. Son ordinateur portable émit un son, signalant une notification par email, l'emploi du temps final de la conférence. Sa session était prévue dans l'auditorium principal, avec des centaines de participants attendus. Il y a 1 an à peine, une telle perspective l'aurait terrifiée. Maintenant, elle ne ressentait qu'excitation et détermination. « Votre maman a parcouru un long chemin », murmura-t-elle à son ventre. « Et elle ne fait que commencer. » Le cabinet d'avocats Martin & Associés avait toujours été le sanctuaire de Jacques, un endroit où ses succès professionnels pouvaient éclipser ses échecs personnels. Mais récemment, même ce refuge avait commençait à lui sembler vide. La nouvelle de la grossesse d'Émilie l'avait affecté plus profondément qu'il ne voulait l'admettre, l'obligeant à affronter le véritable coup de son orgueil. Patricia avait emménagé dans la chambre d'amis il y a 3 semaines, invoquant son indisponibilité émotionnelle, comme raison. La vérité était plus complexe. Leur mariage s'effritait sous le poids des traitements de fertilité ratés et des attentes brisées. « La réunion de sélection du donneur est demain », lui rappela froidement Patricia pendant le petit déjeuner. « J'attends que tu sois là. La clinique a plusieurs candidats prometteurs de Harvard et Yale. » Jacques fixa son café intact. « Je ne peux pas, Patricia. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» le défia-t-elle, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre sa tasse en porcelaine. « Parce que ce n'est plus seulement une question de toi, c'est une question de l'héritage des Martin, de maintenir notre position dans la société. »« Et tout ce qui t'importe ?» demanda Jacques, croisant enfin son regard. « La position, l'héritage et l'amour alors ?» Le rire de Patricia était cassant. « L'amour ? S'il te plaît, Jacques. Nous savons tous les deux pourquoi tu m'as épousé, et ce n'était pas par amour. Tu voulais quelqu'un qui correspondait à ton image de la femme parfaite. Eh bien, devine quoi? Tu as eu exactement ce que tu voulais. Une femme tout aussi préoccupée par les apparences que toi. » La vérité de ces mots le frappa de plein fouet. Leur mariage avait été un arrangement déguisé en histoire d'amour, tous deux si concentrés à maintenir leur statut social, qu'ils avaient oublié de construire une véritable connexion. Plus tard dans la journée, Jacques se retrouva à conduire près de son ancien quartier. Le café où Émilie corrigeait ses copies était toujours là, ses fenêtres embuées de chaleur. Il se souvint des heures qu'elle y passait, véritablement
Investi dans la progression de ses étudiants, alors qu'il avait moqué son dévouement comme étant indigne de leur statut social. Son téléphone vibra. Un autre message de Marguerite Dubois, cette fois avec un lien vers un article sur la conférence juridique à venir à Boston. L'article présentait une photo récente d'Émilie parlant lors d'un événement universitaire, sa grossesse évidente, mais n'altérant en rien sa présence professionnelle. L'article louait ses approches innovantes dans l'enseignement du droit de la famille et son engagement à ramener l'empathie dans l'éducation juridique. Jacques ferma l'article, incapable de supporter le contraste frappant entre la vie qu'il avait abandonnée et l'existence vide qu'il avait choisie à la place. Son propre mariage était une mascarade, son cercle social était superficiel et son héritage... Quel héritage? Il n'avait rien de réellement précieux à transmettre. Ce soir-là, il rentra chez lui pour trouver Patricia en train d'organiser encore un dîner. Les invités étaient à leur habituel cercle, riches, influents et parfaitement superficiels. La conversation tournait autour des récents divorces, des scandales sociaux et de ceux qui tombaient en disgrâce dans leur cercle élevé. « Jacques, mon chéri !» appela Marguerite, sa voix portant cette fausse douceur qu'il avait autrefois trouvée sophistiquée. « Nous étions justement en train de discuter de la grossesse miraculeuse de ton ex-femme. Des jumeaux, paraît-il. À son âge, on se demande bien. Ne t'avise pas. » coupa Jacques sèchement, surprenant tout le monde à table. La vie privée d'Émilie n'est pas un sujet de discussion. Les yeux de Patricia se plissèrent dangereusement. « Jacques a raison, » dit-elle avec fluidité, bien que son ton contienne un avertissement. « Nous avons des sujets bien plus intéressants à aborder, comme les récentes difficultés financières de la famille Dubois. » La conversation bifurqua, mais Jacques avait déjà cessé d'écouter. Il s'excusa et se retira dans son bureau, où il se servit un scotch et essaya de se rappeler quand il était devenu cette personne, quelqu'un qui mesurait le succès à la taille de sa maison et à l'exclusivité de son cercle social. Son téléphone s'alluma avec un email de son père. « Fils, j'ai entendu parler des traitements de fertilité. Souviens-toi, un homme Martin trouve toujours un moyen, quoi qu'il en coûte pour perpétuer la lignée. » Jacques supprima l'email. Sans répondre. L'obsession de son père pour le nom de famille avait façonné toute sa vie, le poussant à faire des choix basés sur la fierté plutôt que sur l'amour. Et où cela l'avait-il mené? À un mariage sans amour, une maison vide et une vie construite sur les apparences. À travers la porte du bureau, il pouvait entendre Patricia manœuvrer habilement le dîner, son rire parfaitement modulé pour le bénéfice de leurs invités. Autrefois, il avait pensé que sa grâce sociale était un signe de sophistication. Maintenant, il la reconnaissait pour ce qu'elle était, une performance comme tout le reste dans leur vie. Il ouvrit son ordinateur portable et se retrouva à regarder à nouveau la page de faculté d'Émilie. Il y avait une vidéo d'elle donnant une conférence invitée, sa passion pour son sujet évidente dans chaque mot. Elle parlait de l'importance de comprendre l'élément humain dans le droit de la famille, de voir au-delà des précédents et des procédures pour toucher les vies réelles affectées par les décisions juridiques. L'ironie ne lui échappait pas. Alors qu'il avait été à la poursuite du statut social et de la fierté familiale, Émilie avait construit quelque chose de réel, une carrière qui faisait la différence, une vie remplie de sens et, maintenant, une famille à elle. L'hôtel du port de Paris grouillait d'activités alors que des professionnels du droit du monde entier se réunissaient pour la conférence internationale sur le droit de la famille. Émilie se tenait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, contemplant la vue sur le port tandis que Sophie rangeait les vêtements qu'elle venait de défaire. « La robe bleue pour ton discours d'ouverture ?» demanda Sophie, tenant une robe fluide et maternelle qui équilibrait parfaitement professionnalisme et confort. « Parfaite !» acquiesça Émilie, puis grinça légèrement lorsque l'un des jumeaux lui donna un coup de pied particulièrement enthousiaste. À presque 8 mois de grossesse, chaque mouvement nécessitait une attention particulière, mais elle refusait de laisser cela gâcher ce moment. Michel était arrivé la veille au soir, insistant pour venir tôt afin de s'assurer que tout était bien organisé. Il avait déjà vérifié la disposition de la salle de conférence, coordonné avec l'équipe technique pour sa présentation, et avait même réussi à avoir un masseur en attente. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, lui avait dit Émilie pendant le petit déjeuner. « Je le voulais, avait-il simplement répondu, sa main trouvant la sienne à travers la table. « Concentre-toi sur ta présentation, laisse-moi m'occuper du reste. »
Maintenant, alors qu'elle se préparait pour les sessions d'ouverture de l'après-midi, Émilie ressentait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa carrière était florissante, ses bébés étaient en bonne santé et elle avait retrouvé l'amour, un amour véritable, basé sur le respect et la compréhension. La cérémonie d'ouverture de la conférence se tenait dans le grand salon, avec des centaines de participants venus de divers pays. Émilie était assise entre Sophie et Michel, écoutant les discours de bienvenue tout en se frottant occasionnellement le dos. Demain matin, ce serait son discours d'ouverture, mais aujourd'hui, elle pouvait simplement observer et participer. Pendant la pause de l'après-midi, alors qu'Émilie se dirigeait vers l'une des plus petites tables rondes, elle entendit une voix familière qui la fit se figer. « Émilie !» Elle se retourna lentement, une main reposant instinctivement sur son ventre proéminent, pour trouver Jacques debout là. Il semblait plus âgé, bien que moins de 2 ans se soient écoulés depuis leur divorce. Son costume coûteux ne parvenait pas à cacher la tension dans ses épaules, ou l'incertitude dans ses yeux. « Jacques !» reconnut-elle calmement, se surprenant elle-même de la faible influence que sa présence avait sur elle maintenant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Il semblait à court de mots, ses yeux attirés par sa grossesse. « Tu as l'air en forme, très en forme. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Michel apparut à ses côtés, sa présence chaleureuse et rassurante. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son ton professionnel mais protecteur. « Michel Bertrand » se présenta-t-il, tendant la main à Jacques, le partenaire d'Émilie. Jacques lui serra la main machinalement, son calme vacillant légèrement. « Jacques, Martin. »« Je sais qui vous êtes » murmura Michel, sa main trouvant le bas du dos d'Émilie dans un geste de soutien. Le moment s'étira inconfortablement jusqu'à ce que Sophie arrive avec une bouteille d'eau pour Émilie. « Te voilà. Docteur Laurent a dit que tu devais rester hydraté, tu te souviens ?» La mention du nom du médecin fit pâlir légèrement. « Jacques, Docteur Laurent, le spécialiste de la fertilité ?»« Oui, » répondit simplement Émilie, ne voyant aucune raison de cacher la vérité. « Il a été formidable tout au long de ma grossesse. Les filles se portent à merveille. »« Les filles ?» répéta Jacques faiblement. « Des jumelles. »« Oui, » confirma Émilie, puis elle se tourna vers Michel. « Nous devrions nous rendre à la prochaine session. Je ne veux pas manquer la présentation du docteur Patel sur le droit de l'adoption internationale. » Alors qu'il se tournait pour partir, Jacques appela « Émilie, attends, pourrions-nous parler, s'il te plaît ?» Émilie étudia le visage de son ex-mari, y voyant le désespoir, le besoin de « Quoi ? De clôture ? D'absolution ?» Elle jeta un regard à Michel qui lui serra la main de manière encourageante, laissant clairement entendre que la décision lui appartenait entièrement. « J'ai un emploi du temps très chargé aujourd'hui, » dit-elle enfin, « mais je serai dans le jardin du port après la réception de ce soir, si tu veux parler à ce moment-là. » Jacques hocha rapidement la tête, un soulagement évident sur son visage. « Merci, je serai là. » Alors qu'il s'éloignait, Michel garda son bras autour d'elle. « Tu es sûre de toi ?» Émilie lui sourit. « Oui, je pense que j'ai besoin de ça aussi, pour tourner complètement la page avant de commencer notre nouveau chapitre. » Le reste de la journée passa dans un flou de présentation, de réseautage et de préparation pour son discours d'ouverture. Tout au long de la journée, Émilie ressentit une profonde gratitude pour le chemin parcouru. Chaque coup des jumeaux lui rappelait que parfois, les plus grandes bénédictions de la vie se déguisent en ses plus grands défis. Ce soir-là, après que la plupart des participants à la conférence se furent retirés dans leur chambre ou au bar de l'hôtel, Émilie se dirigea vers le jardin du port. Michel avait proposé de l'accompagner, mais elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire seule. Le jardin était paisible la nuit, avec le bruit des vagues qui caressaient le rivage et la douce lueur des lanternes éclairant les chemins. Jacques était déjà là, debout près de la balustrade, regardant l'eau. La brise du soir apportait l'odeur salée du port, alors qu'Émilie s'approchait de la balustrade où Jacques se tenait. Elle prit un moment pour s'asseoir, soigneusement sur l'un des bancs du jardin, ajustant sa position pour accommoder son ventre. « Ton discours d'ouverture demain », commença Jacques avec gêne, se tournant vers elle. « C'est sur le retour de l'empathie dans la pratique du droit de la famille ?» Émilie hocha la tête. « Nous devons nous rappeler que derrière chaque dossier, il y a des personnes réelles avec des sentiments réels. La fierté, la peur, l'amour, tout cela joue un rôle dans la façon dont les familles se construisent ou se défont.
Jacques tressaillit légèrement au mot « fierté » et Émilie pouvait voir le poids du regret dans ses épaules. « J'ai vu l'article sur tes méthodes d'enseignement, dit-il. Sur la façon dont tu changes la manière dont les futurs avocats abordent les affaires familiales. Tu es devenue exactement la personne que tu voulais toujours être. » « C'est vrai, » admit Émilie, « mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. » Elle posa sa main sur son ventre alors que l'un des jumeaux bougeait. « La vie a une façon de nous surprendre. Émilie, Jacques passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait depuis leurs années à la fac de droit. « Je dois te dire quelque chose, mon nouveau mariage, c'est fini. Patricia et moi nous séparons. »« Je suis désolé d'entendre ça, » dit Émilie avec sincérité. « Ne le sois pas, ce n'était jamais réel, pas comme... » Il laissa sa phrase en suspens puis se ressaisit. « Les traitements de fertilité ont montré que c'est moi qui ai un problème. Toutes ces années où je t'ai blâmé, où je t'ai fait te sentir indigne, et c'était moi depuis le début. » Émilie étudia le visage de son ex-mari à la lumière des lanternes. « Ce n'était jamais une question de fertilité, Jacques, c'était une question de fierté. Ta fierté en ton nom de famille, en ton statut social, en les apparences. Tu ne pouvais pas accepter que parfois la vie ne suive pas nos plans parfaits. Et maintenant tu attends des jumeaux, dit-il doucement. Grâce à un programme de dons ? Oui, confirma Émilie. J'ai choisi de créer la famille que je voulais, à mes propres conditions. Ces filles seront aimées pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles représentent. Avec Michel, Jacques ne put cacher une pointe d'amertume dans sa voix. Michel est arrivé après, le corrigea Émilie. Il soutient mes choix parce qu'il m'aime pour qui je suis, pas pour qui il voudrait que je sois. Il comprend qu'une vraie famille ne se résume pas à des lignées ou à un statut social. C'est une question d'amour, d'acceptation et d'être là les uns pour les autres. Jacques se tourna à nouveau vers l'eau, ses jointures blanchissant, sur la rambarde. J'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. Mon mariage avec Patricia n'est qu'une coquille vide. Notre cercle social est superficiel et cruel. Même le nom de famille dont j'étais si fier ne signifie rien s'il n'y a pas d'amour derrière. « Tu n'as pas tout perdu, Jacques, » dit Émilie avec douceur. « Tu as gagné en sagesse. Cela a de la valeur. »« Vraiment ?» demanda-t-il avec amertume. « Il est trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. »« Il n'est jamais trop tard pour te changer toi-même, » répondit Émilie en se levant lentement. « Mais ce changement doit venir du désir d'être meilleur, pas du regret de ce que tu as perdu. » L'un des jumeaux donna un coup particulièrement fort, faisant rire doucement Émilie. Jacques la regarda alors, vraiment la regarda, et vit enfin ce qu'il avait rejeté. Pas seulement une épouse ou la possibilité d'avoir des enfants, mais une partenaire qui serait restée à ses côtés malgré tout, qui l'aurait aidé à devenir un homme meilleur s'il l'avait seulement laissé faire. « Je suis heureux pour toi, Émilie, » dit-il enfin, et pour la première fois dans leur conversation, sa voix ne contenait aucune amertume, seulement une reconnaissance sincère de son bonheur. « Tu méritais mieux que ce que je t'ai offert. »« Merci, » répondit-elle simplement. « J'espère que tu trouveras ta voie, Jacques, et j'espère que tu apprendras que le vrai bonheur vient de l'authenticité, pas de la perfection. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Jacques l'appela une dernière fois. « Les jumeaux, sauront-ils qui je suis ?» Émilie s'arrêta, une main sur son ventre. « Ils connaîtront leur histoire, comment ils ont été désirés, choisis et aimés dès le début. Comment leur famille pourrait ne pas ressembler à celle des autres, mais elle est remplie de plus d'amour que je n'aurais jamais cru possible. » Elle s'éloigna alors, laissant Jacques seul avec ses pensées et le bruit des vagues. Le chemin du jardin menait à l'entrée de l'hôtel, où Michel attendait patiemment. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement, lui offrant son bras pour la soutenir. Émilie se blottit contre lui, sentant les jumeaux bouger comme s'ils répondaient à sa présence. « Mieux que bien, sourit-elle, je suis exactement là où je suis censée être. » Alors qu'ils retournaient à leur chambre, Émilie sentit le dernier poids de son passé se soulever de ses épaules. Demain, elle prononcerait son discours d'ouverture, partageant sa vision d'une approche plus compatissante du droit de la famille. Dans quelques semaines, elle accueillerait ses filles dans le monde. Et à ses côtés, à travers tout cela, serait un homme qui l'aimait non pas malgré ses choix, mais à cause d'eux. La vie ne lui avait pas donné la famille qu'elle avait qu'un jour imaginée. Elle lui avait offert quelque chose de mieux. Une famille bâtie sur l'amour, la vérité et le courage de choisir le bonheur plutôt que les apparences.
Alors que Michel l'aidait à se mettre au lit et lui massait doucement les pieds fatigués, Émilie savait avec une certitude absolue que parfois, les meilleures familles sont celles que l'on se crée soi-même. La conférence de Boston avait été un tournant à plus d'un titre. Le discours d'ouverture d'Émilie avait reçu une ovation debout, de nombreux participants louant sa perspective novatrice sur l'éducation en droit de la famille. Mais c'est ce qui s'était passé 2 jours après leur retour à Paris qui avait véritablement marqué le début d'un nouveau chapitre. « Votre tension artérielle est plus élevée que je ne le souhaiterais », déclara le docteur Laurent lors de sa consultation. « Je pense qu'il est temps de discuter de l'accouchement de ces petits. » Émilie serra la main de Michel tandis qu'ils écoutèrent le médecin expliquer le plan. À 36 semaines de grossesse avec des jumeaux, il était plus sûr d'accoucher maintenant que de risquer des complications. Tout s'était ensuite enchaîné rapidement. Des appels à Sophie, l'admission à l'hôpital et les préparatifs pour l'arrivée des jumeaux. La salle d'accouchement était emplie d'une attente silencieuse. Sophie faisait rire Émilie avec ses blagues douteuses, tandis que Michel restait une présence rassurante à ses côtés, l'aidant à respirer pendant les contractions et lui murmurant des mots d'encouragement. « Tu te débrouilles incroyablement bien », dit-il doucement, en essuyant son front avec un linge frais. « Ces filles ont tellement de chance de t'avoir comme mère. » 26 heures plus tard, la salle résonna des cris vigoureux et sains de 2 petites filles. Lila Grace arriva la première, annonçant sa présence par un cri puissant qui fit rire tout le monde. 3 minutes plus tard, sa sœur Sophie Rose fit son apparition, légèrement plus petite, mais tout aussi déterminée. « Elles sont parfaites », chuchota Sophie, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait Lila, tandis que Michel berçait Sophie. « Absolument parfaite. » Émilie contemplait sa famille avec émerveillement, sa sœur, qui l'avait soutenue à travers tout, Michel qui lui avait montré ce que signifiait un véritable partenariat, et ses filles, qui représentaient tout ce pourquoi elle s'était battue et avait gagné. Les mois suivants passèrent dans un flou de biberons à minuit, de rires, de bébés et d'innombrables moments précieux. Émilie prit un semestre de congé de l'enseignement, mais continua à travailler sur ses réformes de programme depuis chez elle. L'université avait été incroyablement supportive, allant même jusqu'à mettre en place des visioconférences pour qu'elle puisse participer aux réunions du département tout en s'occupant des jumeaux. Un soir, alors que Michel l'aidait à coucher les filles, il se mit à genoux à côté du fauteuil à bascule de la nurserie. « J'avais prévu une proposition élaborée, avoua-t-il, en sortant une bague simple mais élégante. Mais en te regardant avec elle, en voyant tout l'amour et la force que tu mets dans tout ce que tu fais, je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Épouse-moi, Émilie. Officialisons notre famille. » Émilie regarda ses filles, paisibles dans leur berceau, puis l'homme qui lui avait montré à quoi ressemblait le véritable amour. « Oui, » murmura-t-elle, des larmes de joie coulant sur ses joues. « 1000 fois oui. » 6 mois plus tard, Émilie reprit l'enseignement à temps plein avec une nouvelle perspective et une passion encore plus grande pour son travail. Son expérience avait enrichi sa compréhension du droit de la famille d'une manière qu'aucun manuel n'aurait pu enseigner. Les jumelles étaient devenues des visiteuses régulières à ses heures de bureau, charmant autant les étudiants que le corps enseignant. Lors d'une discussion de classe particulièrement mémorable sur les structures familiales modernes, un étudiant demanda à Émilie si elle regrettait un jour ses choix. « Le seul regret, répondit-elle avec réflexion, aurait été de ne pas être fidèle à moi-même. La famille, ce n'est pas se conformer au moule de quelqu'un d'autre, c'est créer un espace où l'amour peut grandir, quelle que soit la forme qu'il prend. » En regardant les visages enthousiastes de ses étudiants, Émilie pensa à tout le chemin parcouru depuis l'époque où elle avait laissé quelqu'un d'autre définir sa valeur. Son parcours était devenu bien plus qu'un triomphe personnel. C'était un témoignage de la puissance du choix de soi, de l'audace de réécrire les règles de ce que pouvait être une famille. Les jumelles marchaient maintenant, leur personnalité distincte, transparaissant dans tout ce qu'elles faisaient. Lila était audacieuse et aventureuse, toujours la première à essayer quelque chose de nouveau, tandis que Sophie était réfléchie et observatrice, absorbant tout avec son regard attentif. Elle se complétait parfaitement, tout comme Émilie et Michel. Un après-midi, alors que la famille profitait d'un pique-nique dans le parc où Émilie s'était autrefois assise seule, rêvant de maternité,
Elle regardait ses filles jouer pendant que Michel préparait leur déjeuner. Sophie était également là, prenant des photos et faisant rire les filles avec ses grimaces. « Maman, regarde !» cria Lila tenant un pissenlit. « Fais un vœu. » Émilie sourit, serrant sa fille contre elle. « Je n'ai plus besoin de faire de vœux, ma chérie. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu juste ici. »